pulling off. I can't run anymore. What am I doing here? I don't want to get killed. Yeah. Hey, that's it. Look, you, come on, you start running. Come on, you run. Hello, kid. Hello, Curly. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à ce premier jour de l'exposition Cinéfils. Donc, je m'appelle Julien Magnani, je suis dessinateur et éditeur de livres. Et j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui pour l'ouverture de cette exposition produite par Amélie Payan, la galerie Mycélium et Hubert Tibrenne, Laurent Bruel des éditions Matière, qui est éditeur indépendant. Et c'est un éditeur que je tenais particulièrement à inviter ce soir, car c'est un éditeur dont je me sens très proche dans sa démarche éditoriale, et dans son rapport au livre, à l'auteur. C'est des éditions et un éditeur qui accordent de l'intérêt à une œuvre et à un auteur par son intuition, par son regard, sa volonté, et qui publie des livres que le public n'attend pas encore ou ne veut pas encore. Et c'est une démarche auquel je tiens particulièrement et qui est très rare et précieuse aujourd'hui, comme vous le savez. Et puis c'est aussi un grand cinéphile. On parle beaucoup autant de dessins, de livres que de cinéma. Il a animé un ciné-club autrefois. Et il y a des livres aussi reliés au cinéma, aux éditions Matière. Et donc je suis très honoré de sa présence ce soir pour discuter ensemble. Merci Laurent. Je t'en prie. C'est moi qui dois te remercier pour une présentation pareille. Oui, dans le ciné-club auquel tu fais allusion, qui s'appelait Dojo Cinéma, était à la fois un ciné-club et puis devenu un peu plus qu'un ciné-club, mais bon, c'est pas l'objet d'en parler ce soir, mais surtout, effectivement, a été la matrice d'où sont sorties les éditions Matière. Donc effectivement, ce nouage entre le cinéma et l'action éditoriale et le dessin s'est opéré pour nous un peu plus tôt que pour toi, il y a un peu plus de 20 ans. Mais il est effectivement très fort, même si... En tout cas, à titre personnel, je ne me définirais pas comme un cinéphile. D'abord parce que un cinéphile requiert des connaissances pointues comme les tiennes, ce que je n'ai pas. Et puis il y a une tradition de la cinéphilie dans laquelle je ne m'inscris pas, de fait. Non pas que j'ai cherché à la rejeter, mais en tout cas dans laquelle je ne m'inscris pas vraiment. Est-ce qu'un cinéphile, ça ne serait pas quelqu'un qui regarde surtout très souvent des films, plus Ouais. qu'un savant ? C'est-à-dire qu'un cinéphile, c'est quelqu'un qui regarde souvent des films, alors que moi, je suis quelqu'un qui a regardé souvent des films. C'est une pratique qui n'est pas révolue, mais qui est quand même un peu distante. Ouais. En fait, il a fallu à un moment donné choisir entre passer son temps à publier des livres, ou bien préparer et publier des livres, ou bien regarder des films. C'est un choix que tu as réussi à ne pas faire encore, mais je t'admire pour ça. Mais c'est quelque chose qui m'intrigue et on pourrait profiter de l'occasion de cette discussion pour en parler, parce que je suis assez impressionné par le nombre de films justement que tu as vus ou revus dernièrement et tout en maintenant ton activité d'éditeur, augmenter ton activité d'auteur dans un passé tout récent. Et c'est des choses qui m'impressionnent et qui me questionnent beaucoup. Alors justement, c'est une bonne passe que tu me fais. Moi, j'ai commencé à dessiner, car je n'ai pas toujours dessiné. Quand on s'est rencontrés, il y a une dizaine d'années, j'étais purement éditeur, j'étais de formation, je suis maquettiste, typographe, fabricant de formation. Et comme Laurent, je suis un éditeur comme Matière. Laurent et Matière, je suis quelqu'un qui fait tout seul. C'est-à-dire que vous avez affaire à des éditeurs qui n'ont pas une équipe, des salariés avec des rôles établis, mais des hommes à tout faire, qui font aussi bien le suivi humain et la sélection des auteurs, des manuscrits, que la fabrication très technique, voire on va dire laborieuse du livre, le suivi d'impression, la comptabilité et également la partie esthétique, direction artistique, typographie du livre, art du livre. Et donc moi j'ai découvert Matière
quand j'étais étudiant à Estienne, sur le salon de Montreuil, hein, où vous aviez un stand, si je fabrique pas des souvenirs à ce moment-là. On n'a jamais eu de stand tu parles du salon du livre jeunesse de Montreuil? Oui. On n'a jamais eu de stand en propre. On avait nos livres à l'archipel BD. Et c'est là que je les ai vus pour Ouais. la première fois. Et acquis pour la première fois, c'était de Yuichi Yokohama. J'ai été frappé par la fabrication du livre, la cohérence entre chaque livre et le caractère, ce qui est quelque chose qui me taraudait à l'époque, un caractère unique, une typographie véritablement, un courrier. C'est le courrier, je ne dis pas de bêtises? C'est un courrier, oui, c'est une typographie qui s'appelle Prestige Elite. Et donc moi j'utilise tout le temps le Braun, un caractère bâton, une sorte de cousin un peu du courrier, sans empattement. Pareil, sans majuscule, encore unique, sur tous mes livres depuis une dizaine d'années. Donc pour moi, Laurent et moi, on est vraiment dans des cousins dans ce métier et donc c'était important aussi pour moi que tu sois là aujourd'hui parce que donc pendant le confinement j'ai cessé d'être uniquement un éditeur et je suis devenu un peu un alcoolique de cinéma. Le cinéma ça a toujours été important dans ma vie, dans ma famille, mais ça n'a jamais été quelque chose qui était intellectualisé. Comme tu le dis, mes parents se sont jamais considérés comme des cinéphiles, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un rapport un peu d'esthète et de savant, de chercheur avec les films qu'on regardait. On regardait les films parce qu'ils passaient à la télé et que dans les années 80, la télé, c'était l'avatar du feu de cheminée et c'était tout le temps allumé, quoi. La télé était tout le temps allumée et il se trouve qu'à cette époque, il y avait une sorte de conspiration pour que souvent, le soir, il y ait des films extraordinaires, de gens extraordinaires qui soient à la portée de millions de personnes qui n'ont pas... C'était l'inverse du modèle d'aujourd'hui où chacun a sa niche. Là, c'était tout le monde, l'élitisme pour tous. Bien qu'il n'y ait pas eu que des bonnes choses à cette époque, mais on pouvait voir La prisonnière du désert le dimanche à 8h30. Et donc pendant le confinement, je me suis mis à dessiner, je me suis mis à regarder beaucoup de films, à en acquérir beaucoup et à les dessiner parce que j'ai publié en 2015 un auteur que tu connais, Simon Roussin, qui, quand il a commencé la bande dessinée, quand il est sorti des Arts décoratifs de Strasbourg, au début, il démarrait, donc il n'avait pas encore beaucoup de commandes. Et pour s'occuper, il pratiquait le dessin de cinéma un petit peu tous les jours. On en a publié un recueil en 2015 qui s'appelle Ciné Club. Et c'est un auteur dont je me suis toujours senti très proche par rapport aux obsessions, à l'obsession du cinéma. Et donc, dans son sillon, je me suis mis à dessiner des films sans, apprendre le dessin ou sans trop d'itinéraire à l'avance. Et après, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris au premier déconfinement, qui avait ouvert l'enseignement aux amateurs de plus de 26 ans. Ah, j'ignorais. J'ignorais que ça existait, j'ignorais que tu y étais inscrit. J'y suis allé, alors pas comme un étudiant toute la semaine avec des cours, mais je me suis inscrit surtout dans l'atelier de morpho d'une enseignante qui s'appelle Maya, extraordinaire, et un peu en peinture à l'huile également. Tu sais qu'il y a un très très bon cours de storyboard aux Beaux-Arts. Quelqu'un le connaît? Oui, je connais l'intitulé du cours. Ouais, c'est quelqu'un de très 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 passionnant qui fait ça, qui s'appelle Gaspard Ferraille, qui fait du fanzine par ailleurs. Que tu connais? Que je connais, ouais, et qui est quelqu'un d'excellent. Alors j'ai pas encore assisté à ses cours, mais j'en ai entendu le plus grand bien, et il fait des restitutions sous forme de fanzine, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque année, super. Il produit des fanzines à partir une revue. Qui fait la en somme de tous risogravure. les cours et tous les travaux. Ouais. Ça nous envoie sur cette histoire du storyboard, c'est-à-dire qu'en dessinant des films donc depuis 3-4 ans, un peu tous les jours, toute la semaine, ça m'a aussi nourri dans la pratique de la bande dessinée. Non pas, je ne vais pas affirmer ou passer sur le cinéma ou le storyboard. La bande dessinée est l'antichambre d'un film. C'est pas du tout la même chose, mais néanmoins, en dessinant des scènes de films, parce que j'ai fait également une bande dessinée qui s'appelle Tommy Boy, et cette bande dessinée, elle est vraiment conçue en palimpseste de plein de films
que j'ai regardés et qui m'ont servi de support souvent pour créer des images, pour raconter une histoire. Donc c'est un western et il y a beaucoup d'images qui sont des photomontages, des compressions d'autres films mélangés entre eux et qui me permettent... En fait, en psychanalyse, on appelle ça les souvenirs écrans. Et c'est un petit peu comme si, quand je regardais un film, ça me permettait de découvrir l'histoire que je raconte. Ça me met un petit peu sur la voie. Et chacun des films... alors, il y a un philosophe américain aussi qui est très important, c'est Stanley Cavell, et qui nous dit que le cinéma nous apprend la vie. Parce que souvent, il y a cette expression faut arrêter de regarder des films, c'est pas la réalité, c'est un monde de chimères. Et pour Cavell, au contraire, on apprend à vivre et on apprend la vie en regardant le cinéma. Est-ce que toi, tu as eu des fois ce sentiment-là, quand tu regardais beaucoup de films, est-ce que ça te servait comme ça au quotidien, t'y puisais Pas du tout. Non. Je pense que justement, je me reconnais plus dans les propos de Serge Danet quand il disait que le cinéma était le lieu qui lui donnait une place dans le monde et qui était plutôt... sa cinéphilie était plutôt placée dans un antagonisme par rapport à la société. Lui, il fait la distinction entre le monde et la société. Et qu'il y a un antagonisme... il était très antisocial. Et que le cinéma lui permettait quand même d'avoir une place quelque part, dans une place qui n'était pas la société, mais qui était le monde. Oui. Au Dojo Cinéma, nous, on a professé quelque chose à la fois proche et très distinct, qui est que d'abord, on ne faisait pas cette dissociation entre le monde et la société, et pour nous, le cinéma était un acte anti-mondain. Le cinéma était ce qui devait nous arracher à l'existence, définitivement, et violemment, brutalement. C'était ce qui s'opposait au monde. Parce que c'était un lieu de production cinématographique aussi, on avait fait un film qui était l'un de nos derniers et l'un de nos plus manifestes, qui s'appelait La guerre au monde. Quand le film de Spielberg, La guerre des mondes, est sorti, on a fait une réponse en deux temps. Dans un premier temps, on a fait une bande-annonce, puisqu'on travaillait au Dojo Cinéma des formes courtes, qui étaient le film publicitaire, la bande-annonce et le film d'actualité. C'était tous les films marginaux du cinéma, ceux qu'on trouvait à la grande époque du cinéma, ceux qu'on trouvait projetés soit avant, soit après le film, mais jamais le film lui-même. Donc on produisait des formes courtes comme ça, qui étaient des anti-films déjà, des films qui se positionnent contre le grand film. C'était des formes à la fois courtes et médiocres, enfin populaires et bâtardes. Et un de ces films publicitaires, c'était une bande-annonce. On a fait la bande-annonce pour La guerre des mondes, donc la bande-annonce du film que Spielberg aurait dû faire. Et puis on a fait ensuite un film plus long qui s'appelait La guerre au monde et qui était un remake de l'émission d'Orson Welles. C'est-à-dire qu'on avait pris le son de l'émission d'Orson Welles intégralement. Et puis on avait mis des images dessus. Ça fait 1h30, et c'est La guerre des mondes d'Orson Welles, mais remaniée sous la forme d'une guerre portée vers le monde, quoi. Donc voilà, mon rapport au cinéma est un rapport plus antagoniste que le tien. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand j'ai commencé à dessiner, c'était pendant le confinement, donc le rapport au monde, contre le monde, ou en tout cas se mettre hors du monde, parce que c'est vrai que quand on lit un livre, ou quand on regarde un film, il y a un effort qui devient presque difficile aujourd'hui, c'est d'être seul. Ou de se retirer avec un groupe, effectivement, hors de autre chose qu'on pourrait faire en ce moment, d'une conversation, d'un moment, on se met effectivement hors du monde. Et pendant le confinement, on était tous hors du monde, en nous-mêmes. Et Danet et Thorey aussi, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup structuré, disait que grâce au cinéma, il arrivait à se remettre en contact avec le monde, avec la réalité. Il arrivait par le cinéma à mieux comprendre le monde dans lequel il vit, qu'il n'arrive pas à comprendre en l'observant tous les jours ou en lisant la presse. Et moi, j'ai vraiment aussi ce sentiment d'être, comme disait Danet, on va dire, toléré, d'avoir une place à peine, notamment dans l'édition, dans la bande dessinée, en tant qu'auteur, une place, on va dire, presque... Tu me l'avais dit d'ailleurs un jour, on peut glisser ce qu'on fait, et encore à peine, on a cette chance de pouvoir être presque en clandestinité de tout ce qui se fait à côté. Et en même temps, avec le cinéma, j'ai l'impression aussi pas d'une réconciliation, mais ça me rend plus facile
mon rapport avec le monde et de le comprendre et de le voir, et aussi de me projeter sur plein de gens que je ne suis pas, sur plein de situations que je ne connais pas, et dans des temps que je n'ai pas connus, y compris l'époque actuelle. Mais c'est vrai que Serge Danet, donc c'était un critique cinéma, et c'était quelqu'un qui a beaucoup écrit dans les cahiers, à Libération, qui était ce qu'on appelle un écrivain de cinéma, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui donnait pas tant son avis, est-ce que le film est le bon, est-ce que je vous conseille d'aller le voir, est-ce que le scénario est bien, est-ce que la prise de vue est... C'était quelqu'un qui, en prenant appui sur le cinéma, sur les films, se mettait à écrire, presque à philosopher. Et à penser à l'occasion du cinéma. Ouais. Et à penser. Et en fait, le cinéma, c'est vrai que c'est une sorte de... Pour moi, c'est un peu du vaudou, c'est une sorte de syncrétisme. C'est un art qui réunit tous les arts et qui conduit à tout. Et dans le détail et dans l'universel. Et il y a une caractéristique quand même de notre époque et de notre génération, c'est que moi je trouve que je parle avec toi ou avec d'autres personnes de la bande dessinée beaucoup plus de cinéma que de bande dessinée. Oui, ouais, c'est vrai. C'est peut-être plus facile de parler de cinéma aussi. Déjà, c'est moins clivant. Je sais pas. Je sais pas pour quelle raison. Je trouve vite limiter les conversations qui touchent à la bande dessinée, effectivement. Bizarrement. Je ne saurais pas dire pour quelle raison. Ouais. Mais on parle, voilà, alors dans mon atelier, avec mes auteurs, mes autrices, même avec d'autres gens qui sortent de ces cercles qui sont quand même intimes, personnels, on parle voilà, tout le temps de film. Pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment justement que le film, ça permet de créer un rapport au monde et ça permet de faire des échanges plus faciles, comme des sortes d'équivalence. Moi, si vous avez des conversations avec moi au quotidien, je vais tout le temps citer, ah, c'est comme dans ce film ou cette situation. Ah, ben, là, ce matin, j'ai pris le métro, c'était The Thing. Tu vois, c'est le truc typique où là, il m'est arrivé quelque chose, c'était comme dans Rio Bravo. Et... T'as quand même une belle vie. C'est quand même pas mal. Mais tu vois, là, ça va souvent me servir pour me faire comprendre, ouais, comme une sorte... c'est Toré qui dit ça, c'est le cinéma comme langue commune, un peu comme une langue qu'on pourrait parler tous entre nous. Alors c'est une langue à péage, c'est-à-dire qu'il faut des références. Il faut un bagage commun. Et c'est justement, moi, ce qui me préoccupe le plus aujourd'hui dans la culture, c'est conserver tous ensemble un langage commun. Toré, il dit le cinéma populaire américain, c'est l'intelligence adossée à la pop culture. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est pour ça qu'on est très attachés ensemble à la bande dessinée. Et on va reciter Danet à nouveau, qui disait « Le cinéma, c'est un art d'en bas ». La bande dessinée, c'est pareil, on pourrait dire que c'est un art d'en bas. C'est exactement la raison pour laquelle les éditions Matière se sont attachées à la forme de la bande dessinée. Ouais. Et là, c'est pour être en bas. Ouais. On peut faire des citations savantes, Walter Benjamin, l'œuvre d'art et sa reproductibilité, Fluxus également. Fluxus, c'était un mouvement artistique allemand qui, en prenant en compte justement la reproductibilité de l'œuvre d'art, avait décidé d'investir le livre pour pouvoir envoyer l'art contemporain, l'art moderne, dans le plus possible d'endroits, dans la rue, en librairie. Et c'est vrai qu'une bande dessinée ou un film populaire, c'est, on va dire, des très grands artistes visuels, littéraires, à la portée de plein de gens qui n'ont pas nécessairement fait d'études, qui ne se préoccupent pas de ça au quotidien, qui allument leur poste, rentrent en salle, pensent voir un bon polar, voir un thriller, un western, un péplum, et en réalité, il va se passer plein de choses en sous-main. Ouais. C'est peut-être qu'effectivement, les films ont beaucoup plus circulé que les livres, ou circulé d'une manière beaucoup plus... beaucoup moins compartimentée, quoi. Je pense qu'il y a une grande culture BD chez beaucoup de gens, mais c'est une culture très, très partielle, en fait. On a tous des références, des champs de références qui sont un peu isolés comme ça. Alors que le cinéma, par le biais de la télévision, très certainement, a réussi à toucher ce cinéma populaire dont tu parles. En fait, tu parles du cinéma vu par le filtre de la télévision, parce qu'essentiellement, c'est une culture commune qui s'est forgée grâce à la télévision. C'est un peu le paradoxe de ce devenir du cinéma, parce que ce cinéma qui était là en salle et dont tout le monde a pleuré la perte au moment où la télévision est apparue et qu'effectivement les salles étaient battues en brèche, finalement, la télévision est ce qui nous a donné à tous
ce terreau cinéphilique de base, quoi, sur lequel on a tous poussé. Tu as des souvenirs de télévision? Il y avait la télévision à la Oui, maison? la télévision comme chez tout le monde, ouais. Et allumée, comme tu dis, En permanence? quasiment tout le temps. Ouais. Mais Ouais. quelque chose que je Mais crois... les films y étaient rares. Enfin, les films étaient pas majoritaires à la télévision. C'était quand même l'exception. C'était comme la perle, le joyau C'est vrai. qui à un moment apparaissait. C'était le film, quoi. Et plutôt le soir, avant de se Et coucher. le soir, voilà, avec les films interdits, les films possibles. Mais toi, ce qui est frappant dans le livre, c'est aussi que c'est le livre Cinéfis, qui est celui qui rassemble tous ces dessins exposés, et plus. C'est justement l'ancrage familial que tu donnes à ces dessins et au livre. Alors c'est vrai que l'affiliation, c'est un thème qui est très important dans Tommy Boy, dans Cinéfis, et c'est vrai que c'est, encore une fois, je paraphrase Danet parce que ça résonne vraiment avec mon histoire, je me considère plus comme des fois l'enfant des films que j'ai vus avec mes parents, que je ne suis pas l'enfant de mes parents, mais en fait, comme on regardait énormément de films à la maison, tout le temps, le week-end, le soir, ça fait circuler beaucoup de choses à la maison. Et quand notamment vos parents repassent beaucoup les mêmes films, alors mon père, c'était un fan d'Harrison Ford, d'Indiana Jones à une époque, et ma mère, c'était une fan d'Hitchcock et particulièrement de Pas de printemps pour Marnie, qu'elle passait parfois une fois par week-end. C'est fou, ça. C'est quand même pas le meilleur Hitchcock. C'est pas le meilleur Hitchcock, mais parce que je pense qu'il y avait pour elle, dans ce film, des fragments de son roman familial. Et je pense que c'est ça aussi les œuvres d'art, la littérature, la bande dessinée, le cinéma, c'est-à-dire c'est une sorte de miroir dans lequel on se regarde et dans lequel, quand on se met à choper sur une œuvre plutôt qu'une autre, sur des personnages plutôt que d'autres, c'est souvent parce qu'il y a une partie de son secret, ou de ses secrets de famille, de son roman familial qui est là en puissance, incarné, formulé, imagé dans le film. Et je pense qu'il y a toute une partie de l'histoire de ma mère qu'elle me racontait et qu'elle se racontait en regardant comme ça inlassablement Pas de printemps pour Marnie. Et parce que c'était souvent, c'était dimanche, tiens, si on se regardait un petit Pas de printemps pour Marnie. Ah oui. Et si c'était pas ça, c'était Working Girl, qui est un film de Mike Nichols, avec une actrice que j'adore, Mélanie Griffith. Mais alors, Mélanie Griffith... Et la fille voilà. de Tippi Hedren. Voilà. C'est curieux hasard, tu trouves pas? L'actrice de Pas de printemps pour Marnie. Et Harrison Ford, est-ce que ça serait pas le fils qui joue dans Working Girl, est-ce que ça serait pas le fils de quelqu'un qui est dans Pas de printemps pour Marnie? C'est pas le fils de Sean Connery, c'est sûr. Sauf dans Indiana Jones, voilà. Donc on pourrait se dire que tout ça, c'est des hasards, des concours de circonstances, mais moi je pense pas. Et je pense que donc il y avait une façon. Alors évidemment que c'était pas conscient de la part de mes parents. Mais il y avait quand même quelque chose de troublant. Et donc après, quand on lit Stanley Cavell qui connaissait pas mes parents, qui ne regardait à mon avis ni alors Pas de printemps pour Marnie, il devait le connaître, Working Girl, j'aimais des doutes, mais bien que ça soit encore une fois je trouve un très bon film à redécouvrir, il disait que les films contenaient des fragments de notre propre vie, quoi. Que regarder des films, c'était regarder des fragments de souvenirs, Et moi, j'y crois beaucoup. C'est pour ça que les gens ils sont aussi attachés. Ils ne sont pas attachés au cinéma pour un amour de l'art comme ça. Ils sont attachés au cinéma parce qu'ils sentent qu'il y a d'eux-mêmes dans les personnages, dans les situations. Et c'est là où l'art populaire il devient magnifique parce que ce n'est pas quelque chose qui, comme ça, d'inaccessible en haut de l'Olympe qu'on contemple. En fait, c'est quelque chose qui est là en bas avec nous, qui vit la même chose que nous, qui a traversé les mêmes épreuves, les mêmes dilemmes. Et... Même si Godard disait que la différence entre le cinéma et la télévision, c'était justement qu'au cinéma, on lève les yeux, alors qu'à la télévision, devant la télévision, on les baisse. On baisse le regard. Bah là, oui, c'était un petit écran, nous, qu'on avait. Parce qu'à l'époque, le côté un peu social, c'était la taille de la télé. C'est un truc qui est frappant aujourd'hui, c'est que les télés sont gigantesques. Hein, tout le monde peut avoir un écran gigantesque à la maison. Et là, ça fait penser à Poltergeist, c'est-à-dire à partir de quand la taille d'une télé est un peu, on va dire, intrusif ou problématique.
Et dans les années 80, moins on avait de moyens, plus on était, on va dire, pauvre, et plus l'écran était petit. Le tube cathodique était petit. Nous, on avait un écran 4/3, un peu lambda, mais voilà, il y avait des télés, des fois, qu'on voyait qui étaient beaucoup plus grandes. Donc, regardez Pas de printemps sur Marny, sur un 4/3 comme ça, avec en plus l'image en 16/9. Et il y a aussi, évidemment, l'histoire de l'écran de téléphone portable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, avant, dans les années 80, il pouvait y avoir un peu une guerre de puristes, de ceux qui voulaient voir les films uniquement en salle, de ceux qui s'accordaient le droit de les voir en VHS. Je me souviens d'une déclaration de Truffaut qui comparait le fait de regarder un film en VHS. Donc la VHS, c'était l'ancêtre du DVD, du Blu-ray. Et alors c'est marrant parce que c'est quelque chose qui s'usait, plus on le regardait, plus ça s'usait. Et il comparait ça à l'action de feuilleter un livre. Donc lui, il était pour. Et aujourd'hui, on va dire, les puristes diraient qu'il faut éviter de regarder un film, de découvrir La prisonnière du désert sur son iPhone. Moi, je pense que tous les chemins mènent à Rome et que l'important, c'est d'être en lien avec le cinéma, avec l'amour possible du cinéma. Mais qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle aussi de ciné-club, parce que j'anime un ciné-club avec Laurence Sylvestre qui s'appelle La Nouvelle Séance au Brady. Et il y a pour moi une urgence à remuscler l'action d'aller en salle, non pas parce qu'il y a une morale, parce que c'est bien ou que c'est mal d'y aller, de ne pas y aller, mais parce que je trouve que ça, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire regarder le cinéma, c'est être hors du monde, être contre le monde. Mais aujourd'hui, regarder ça me fait penser à ces Japonais, tu sais, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui se retirent du monde et qui Hikikomori. Voilà, et qui vivent chez eux. Je pense que entre être contre le monde et se retirer du monde, il y a quand même une nuance. Et on peut être contre le monde tel qu'on cherche à nous le faire comprendre, à nous dire qu'il est, et aller au cinéma et se réunir et se rassembler et être ensemble. Et je pense que la salle, c'est important. C'est important aussi parce que, comme tu le disais, d'un seul coup, on regarde vers le haut, et pas comme on regarderait l'aristocratie, le pouvoir, mais on regarde vers le haut au sens spirituel du terme, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a quelque chose de supérieur. Parce que, comme tu disais, c'est soi-même qu'on regarde. Bravo. Et on se regarde d'un seul coup en levant la tête, en levant les yeux. Et en plus grand. En plus grand. En plus grand, ouais. Tout est plus grand. C'est soi en plus grand. Et c'est plus grand parce qu'il faut qu'on soit provoqué, quoi. Kafka, il disait la littérature, elle doit s'attaquer aux gens comme une hache s'attaque à la banquise. Et c'est parce que nous, dans la vie de tous les jours, tout concourt à nous endormir, ou à nous décourager, ou à nous assujettir. Et il faut des fois un choc comme ça, magistral, pour se réveiller, pour être le visage d'Ava Gardner. Mais alors le livre, pourquoi faire un livre? Pourquoi faire des dessins quand on a la salle de cinéma pour soi, quand on a les VHS à la maison? C'est vrai. C'est envie de posséder, c'est envie de s'approprier des visages, des personnages, des situations, parce que souvent, après avoir vu le film, j'en garde une émotion, un enthousiasme, on va dire, très forte. Oh là là, là-dessus, c'est parfait. Voilà. Et donc, j'ai envie le lendemain ou un petit peu après la projection, si c'est le matin, de faire un dessin pour m'approprier, et pour aussi, comme Descartes dans Blade Runner, pour fouiller, pour scruter l'image. Parce que par rapport au livre et à la bande dessinée, l'image cinéma a quelque chose de très ingrat, c'est son évanescence. C'est le fait qu'elle est comme une cigarette, elle est fumée en temps réel et il en reste très vite rien. On passe tout de suite à autre chose, surtout quand il n'y a pas de plan séquence. Et donc, il peut y avoir une envie de figer certaines images, certaines scènes, comme des tableaux, certains plans, parce que justement, on a achoppé sur quelque chose d'intime, d'important dedans, et de le fouiller en le dessinant. Ou d'y passer tout simplement du temps. Parce que Cavell et Danet disaient ça, et Bazin, c'est que le cinéma, c'est comme tout art, c'est lutter contre le passage du temps, lutter contre le fait que les moments s'en vont. Toujours pour citer Blade Runner, qui est vraiment un très beau film, à la fin, il y a Roy Batty, le dernier répliquant, joué par Rutger Hauer,
qui fait un poème magnifique sur je regarde la pluie, enfin je sais plus, il y a une citation magnifique. Il pleure en fait, Voilà. il pleure et ses larmes sont baignées par la pluie. Et les choses passent avec la pluie, évidemment, là-dessus on a l'image même du temps et de l'entreprise du cinéma, c'est de retenir la pluie, c'est de retenir les gouttes, et c'est surtout faire qu'on peut, comme ma mère avec Working Girl et Pas de printemps pour Mani, on peut toujours rembobiner la cassette. Comme et Baby repartir. Jane, qui regarde ses propres films dans son... Non, c'est pas Baby Jane, c'est Boulevard du Crépuscule. Tout à fait, c'est Gloria Swanson. Gloria Swanson qui Ouais. regarde ses films en boucle. Et Descartes donc, qui fouille l'image. Et donc il y a cette possibilité que nous donne le cinéma de s'arrêter ou de revenir en arrière ou de toujours tout recommencer. À la différence près que Serge Danet disait que le cinéma c'était un art réaliste, alors que tes dessins sont tous sauf réalistes. Tu as des critiques à formuler. Je ne les trouve pas ressemblants. Non, mais ils sont tous sauf ressemblants d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on y reconnaît très vite le film quand on l'a vu. Ils ont une proximité étroite et ils fonctionnent comme ça, comme un memento mori. Mais pour autant, il suffit de jeter un œil au mur de la salle, ils sont tous ressemblants entre eux également. Et donc, comme pour Tony Boy, propose une possibilité de réagencement, d'association, et il propose d'exister hors du film et aussi entre eux, indépendamment. Bah oui. Et leur couleur et leur traité n'ont rien à voir avec ceux du film. C'est vrai. Bah, c'est parce que, encore une fois, comme j'apprends en permanence, j'apprends et je ne parviens pas. Parce que c'est vrai que j'essaye, moi, à chaque fois que je commence un dessin, j'aimerais, quand on le regarde, qu'on ait l'impression de voir un décalque, tu vois. Oh la vache, c'est vraiment bravo, l'illusion est parfaite, mais c'est impossible, je n'arrive jamais à destination, et c'est dans le moment où je me perds que le dessin arrive. Et donc je sais que je ne vais pas réussir à dessiner le film tel qu'il est, mais il y a autre chose, voilà, il y a autre chose qui apparaît. Mais j'aime qu'on reconnaisse quand même. Heureusement, parce que sinon ce serait une photo. Bah oui. Et on n'a pas besoin de la photo, on a besoin d'autre chose. Et moi je trouve que c'est mieux. Et j'espère que vous ne réussirez jamais. Ce sera toujours un échec permanent. Mais C'est bienvenu. vos remarques à Laurent et à vous me touchent beaucoup parce que c'est vrai que quand j'étais seul et que donc je dessinais ces films à la maison pendant le confinement et après, parce qu'en fait je ne me suis jamais déconfiné, je suis toujours resté hors du monde à dessiner, à regarder des films. Et c'est vrai, il y a aussi cette dimension qu'il faut voir, c'est que je suis resté aussi dans ce refuge, j'en suis pas sorti. Et en fait, les montrer aujourd'hui, c'est sortir un peu de ce complexe de « Ah ben c'est pas, voilà, c'est pas bien dessiné, ça serait pas, entre guillemets, ça serait pas publiable. Je pense que je serais grondé si je proposais ça à des gens qui publient des films ou qui veulent des illustrations de films ou des affiches. » Mais Alors ça fonde une grosse différence, parce que c'était aussi une des interrogations que j'avais en venant, une grosse différence avec le travail de Simon Roussin, qui lui brille par sa perfection et son grand réalisme et sa grande fidélité aux images d'origine, ne serait-ce que par le fait que toi, tu fais parfois des vues panoramiques, mais c'est très souvent un format 4:3, c'est pas du 16/9, c'est pas du cinémascope. Donc il n'y a pas un respect extrême du format de l'image cinématographique. Il y a du recadrage et il n'y a parfois pas de fond, parfois le décor disparaît. Plus rarement le décor s'impose. Et en tout cas, il y a une vraie liberté prise par rapport à l'image cinématographique qui ne te captive pas définitivement. Chez Simon Roussin, il y a une vraie volonté de rester très proche de l'image d'origine. C'est vrai. C'est plus créatif. Vous faites des choses plus créatives, à mon avis. Alors, Simon Roussin est un grand créateur également. Hein. C'est pas du tout, là pour le coup, c'est pas du tout une tentative de hiérarchiser ou de distinguer des qualités, mais ou alors de distinguer des qualités pour ce qu'elles sont. Quelle est la qualité de Roussin et quelle est la qualité de Magnani? Toi qui es l'éditeur des deux,
tu dois pouvoir... C'est aussi pour ça que je voulais inviter Laurent ce soir, c'est que effectivement je m'auto-édite et c'est pour moi, comment dire, alors quand j'ai commencé à diffuser sur Instagram mes dessins pendant le confinement, les éditions Matière faisaient partie généralement des 10 likers de mon travail. J'en avais 10, 15, je ne suis pas trop sorti du 10, 15, mais les éditions Matière ont toujours été là et surtout vous avez été là parmi les tout premiers avec mes tout premiers dessins, les plus primitifs on va dire, si je suis sorti du primitif. Et qui me va très bien. Et donc, c'était pour moi aussi saluer cette caution parce que quand on n'a pas d'éditeur et qu'on est auteur, il peut manquer quand même une étape très importante parce que l'éditeur, c'est quelqu'un qui vous... je ne veux pas être trop religieux avec ce champ lexical, mais qui vous baptise au sens où il vous reconnaît, comme justement dans ces trucs de filiation, qui vous accueille dans une profession, qui vous accueille dans une pratique, et qui, comme il a accueilli autrefois des gens aujourd'hui reconnus, ça fait passer quand même une étape importante qui est celle du doute. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que mon travail a une légitimité à exister, à être diffusé? Est-ce que c'est bien? On ne reconnaît pas les films, alors il est où l'intérêt? Qu'est-ce que ça, sorti d'une performance, du coup, qu'est-ce que ça apporte, ces dessins? Et c'est ce que je découvre aujourd'hui avec... la publication du livre et l'exposition à la Galerie Mycélium, c'est quel plaisir ou quelle relation, qu'est-ce que ça va provoquer chez le public, chez les gens qui vont regarder ces dessins, et qu'est-ce que ça va donner d'autre que la satisfaction de reconnaître le film ou de ne pas le reconnaître. Et donc d'inviter Laurent aujourd'hui, c'était quelque part avoir un éditeur par procuration dans cet espace, et d'être aussi légitimé par un regard et quelqu'un qui fait des choix toute l'année, tout le temps. Non, c'était quand les images ont commencé à apparaître sur Instagram, quand tu as commencé à les poster. Ce qui était tout de suite très clair pour moi, c'était que c'était le début d'un travail au long cours. Ça, c'était tout à fait évident et qu'elle allait forcément, te connaissant, mener à une publication. Et ça a très vite donné lieu à Tommy Boy, en fait, parce que le projet de Tommy Boy n'était peut-être pas formulé tel quel dans ton esprit au moment où tu as commencé ce travail, mais il a vite pris forme à l'intérieur de ce travail-là. Et c'est mêlé, en fait, les dessins de Tommy Boy se sont vite mêlés aux dessins d'observation au quotidien. Parce qu'autrefois, j'étais donc principalement graphiste, comme Laurent. Et quand même auteur, contrairement à ce que tu disais, parce que tu avais quand même commis un petit livre. Oui, Le voleur des mers, La femme chat, qui sont des fictions en livre illustré. Et à ce moment-là, je travaillais en pochoir. Ça m'affranchissait de faire un dessin qui soit jugé beau, mal ou bien dessiné. C'était des systèmes graphiques un peu abstraits. Et donc, j'avais eu l'idée avant le confinement de faire un western. Et donc, initialement, ça devait être comme ça pendant tout Tommy Boy. Et c'est vraiment en commençant à dessiner du cinéma. Alors, au début, les personnages étaient comme ça. C'est vraiment un work in progress, ce livre. Je m'étais posé la question, est-ce que je dois tout redessiner le début ou pas? Puis je l'ai gardé comme tel. Et à un moment donné, et alors c'est marrant parce que ça arrive, c'est Marion Fayolle qui me l'a fait remarquer, ça arrive au moment où le fils et le père se rencontrent, le dessin commence. C'est-à-dire un petit peu plus tard. Ouais, parce que moi je l'ai lu comme ça et j'ai découvert une grande cohérence à ce passage graphique. Ça vient effectivement à un moment charnière de l'ouvrage, le dessin change et puis ensuite on reste avec. Mais voilà, on commence à la craie grasse à partir d'ici. Et comme en parallèle, je dessine des films, je vais apprendre petit à petit à dessiner. Alors, il y a un peu de dessin d'imagination, mais c'est beaucoup des dessins de photomontage. Alors ça, c'est des photos d'époque du 18e ou du 19e, plutôt du Far West. Et sinon, je m'inspire beaucoup de photos de films. Et alors, il faut savoir qu'il y a un très beau livre, c'est Peinture et cinéma, je ne sais plus chez quel éditeur, qui nous apprend que beaucoup de cinéastes, en fait, eux, palimpsestent la peinture pour construire des plans, voire même la bande dessinée. On sait qu'Alain Resnais était un passionné de bande dessinée.
vont faire des palimpsestes, des fois de séquences de bande dessinée. Il y a un film de John Ford avec Harry Carey, où à un moment donné, il y a une fameuse peinture de Remington de saloon avec des cow-boys en train de se tirer dessus. Il filme cette peinture et d'un seul coup, la peinture se transforme en image recomposée avec les acteurs dedans. Donc c'est parce que mon travail, des fois, je me débat aussi en me disant que je ne suis pas l'auteur des images, que j'ai pillé des images qui m'ont précédé et que je devrais inventer, tu vois, de A à Z des compositions. Mais ça pose la question de l'origine des images, quoi, leur origine exacte. Est-ce que quelqu'un un jour était le père à 100% de son image? Ou est-ce qu'elle est l'agrégat de toute façon de plein de choses d'images préexistantes. Oui. D'images préexistantes. Comme il y a au fond très peu de récits possibles. Enfin, c'est ce que disent tous les scénaristes ou tous les réalisateurs un peu sérieux. Il y a quoi? Il y a 4-5 histoires et puis on tourne autour des mêmes en fait. Il y a quelques images fondatrices et puis on les remâche chacun à sa façon. C'est vrai, c'est du mash-up. Moi, je vois beaucoup mon travail, ce terme est peut-être un peu réducteur, mais en tout cas, j'ai besoin des images de cinéma pour me conduire, pour me souvenir en tout cas, pour me souvenir de mon histoire que je vais raconter et que je vais dessiner. Mm-hmm. Pour le situer, pour toutes les personnes réunies ce soir qui ne l'ont pas forcément vu, donc c'est un Hitchcock considéré comme mineur, car ce n'est pas Vertigo, ce n'est pas La mort aux trousses, ce n'est pas les oiseaux, c'est avec l'actrice des oiseaux, Tippi Hedren, et donc c'est l'histoire d'une voleuse invétérée qui séduit des patrons d'entreprises très riches, se mettent dans la confidence de ces patrons et ensuite les dévalisent, prennent les coordonnées du code, elle prend tout, elle disparaît, et elle n'arrête pas de changer d'apparence, donc se décolorer les cheveux, se les recolorer, changer de dress code. Et donc cette femme, à un moment donné, va tomber sur Sean Connery, qui est patron d'une entreprise, et Sean Connery, par contre, lui, va se rendre compte de son stratagème, il va la piéger, la faire chanter, la forcer à se marier, parce que c'est un film qui est très complexe, qui est beaucoup sur aussi le viol conjugal, sur vraiment un homme qui se force auprès d'une femme. C'est des personnages très violents et en fait qui va faire la psychanalyse sauvage de Tippi Hedren parce qu'elle a évidemment tout un secret de famille qui va explorer, il va interpréter ses rêves, mais c'est un film où il y a, comme souvent chez Hitchcock, une grande violence auprès de la femme. Mais pas une violence qui bafoue la femme pour la bafouer, mais qui nous permet d'être en empathie avec cette femme. On est beaucoup plus du côté de Marnie que du côté du personnage de Sean Connery. Et c'est en ça qu'il faut faire attention aujourd'hui de ne pas jeter le bébé Hitchcock avec l'eau du bain, parce que pour moi, son cinéma nous met dans une situation d'empathie avec les outrages que traversent toujours les femmes. Hitchcock, c'est vraiment la voie royale vers ce cinéma qui est à la fois le cinéma du bas, comme tu disais, le cinéma très populaire, et qui pourtant aspire et accomplit bien d'autres choses que juste le réalisme Quel est ton Hitchcock que Damé préféré, évoquait. J'ai beaucoup de mal à départager entre La mort aux trousses et Vertigo. C'est un choix très banal. Une de tes enfants s'appelle Madeleine. S'appelle Madeleine et c'est pas sans lien avec Hitchcock. C'est à la fois, c'est un prénom qui fait à la fois le lien avec Hitchcock et puis avec Godard, puisque Madeleine est aussi le prénom de Chantal Goya dans Féminin masculin. On peut imaginer que c'est un hommage à Vertigo, connaissant Godard. Que chez Godard ce soit un hommage à Vertigo, c'est fort possible, oui. Ouais. Bien que ce soit pas complètement avéré, je crois. Mais ça se peut fort. Et Vertigo, c'est mon film préféré aussi de Hitchcock. C'est vraiment le film... Pareil, ma mère le regardait beaucoup, mon père aussi. Et donc ça, quand vous voyez ça de 6 à 13 ans, ça vous structure psychiquement, intellectuellement. Parce qu'encore une fois, quand vous regardez des films avec les parents... il y a cette phrase de Danet qui est très énigmatique, je n'ai pas fini de réfléchir dessus, mais qui nous dit que les films nous regardent. C'était notre grand truc au Dojo Cinéma, c'était l'un de nos grands arguments avant qu'on ait lu Danet. On avait mais tu peux m'en dire plus sur cette phrase, les films nous regardent, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que justement c'est la différence aussi entre le cinéma et la télévision. Au cinéma, on est convoqué par les films,
les films nous regardent. On regarde les films nous regardent en fait. On est convoqué par cette chose plus grande que nous, quoi, et qui en même temps nous ressemble. Et il y a ce phénomène d'entre-expression et en même temps de sorte de soumission à cette chose qu'on est sans tout à fait l'être. Il faut être à la hauteur du cinéma. Parce que quelque chose sur lequel on lève les yeux, il faut, si on veut le dialoguer avec, il faut pouvoir s'élever jusqu'à cette hauteur-là. À la télévision, on n'a jamais ça. Jamais on se sent concerné par la télévision. On n'est pas convoqué, on n'est pas regardé par la télévision. On la juge en permanence, mais en fait, elle n'a rien à nous dire et elle n'a rien à nous donner. C'est la séquence magnifique du film de Jean Eustache, Mes petites amoureuses, quand il découvre le cinéma dans sa petite ville de province. C'est un peu la seule distraction qu'il a, et puis d'un seul coup, il fait la rencontre c'est Ava Gardner qui surgit dans l'image. C'est quel film? Gilda? Avec James Mason. Ah, c'est le cavalier, l'histoire du Hollandais volant. Oui, du Hollandais volant, c'est Pandora, voilà, c'est ça, c'est Pandora. Et il est là, il regarde Pandora, et puis Ava Gardner apparaît, elle est énorme, énorme. Et il est là avec sa petite amoureuse, et c'est un enfant, il est tout petit, lui. Il est tout petit, et elle l'écrase, et à la fois elle le magnifie, quoi. Et ça va être l'image fondatrice sur laquelle son existence va se jouer, et celle de Jean Eustache à travers lui. Vous avez raison. Ma mère, c'est Mia Farrow dans La Rose pourpre du Caire. C'est vraiment quelqu'un, oui, qui cherchait effectivement à s'échapper, à s'évader. Vous imaginez la vie d'une femme, voilà, dans les années 80, ça peut rester assez domestique le week-end, assez spartiate. Et donc là, il y a une évasion, effectivement, mais un peu une évasion au sens à la Patrick McGowan, c'est-à-dire que vous vous évadez, mais la boule blanche vous rattrape toujours et vous ramène au village. C'est-à-dire qu'on cherche à s'évader, à se recréer à travers d'autres personnages, mais finalement, je trouve qu'elle a chopé sur Working Girl, sur vraiment des choses quand on connaît, sans vouloir raconter toute son histoire, sa mère, les histoires de sa famille. En fait, c'était très très proche du point de vue du fantasme, du point de vue de la rêverie, de la déformation, de quelque chose comme ça d'outrancier. Mais on a besoin de ces outrances des fois pour se sentir, pour se sentir mieux. Et moi, c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est que tout est plus fort, tout est plus limpide. Moi, souvent, on me dit que je suis Marseillais. Ah, toi, t'es Marseillais, là, tu nous racontes cette histoire, t'exagères toujours, oui, il a dit ça, il t'a fait ça. Mais en fait, c'est parce que si on raconte les choses telles qu'elles se sont produites, il manque l'impact émotionnel, il manque le retour son. Et le cinéma, lui, va donner quelque chose d'outrancier, de grec, de tragédie, pour que justement tout le monde puisse d'un seul coup mesurer, passer de quelque chose d'intime, de très ordinaire que tout le monde a vécu, à quelque chose avec un impact très fort. Et souvent, des choses très ordinaires ont un impact dramatique ou très fort sur nous. Mais si on les raconte comme ça, oui, bon, bah écoute, ça va, moi aussi, hein, on m'a crié dessus. Alors c'est pour ça que moi je revois toujours les films. Je ne sais pas si tu aimes bien revoir et revoir les films que tu as aimés. Mais... ça dépend des films, oui, parfois, mais parfois non. Pas le même jour. Des fois j'entends, c'est Toré qui raconte qu'il est allé voir Hit 3 fois de suite quand il l'a découvert au cinéma. Moi j'attends un peu. Bon, je fais partie de ceux qui ont vu Titanic 3 fois quand c'est sorti. Tu me juges là, qui sont sortis 3 fois au cinéma. J'avais 16 ans, tu sais. Mais ça se finissait pareil à chaque fois. Mais oui, mais voilà, tu vois, c'est la magie, c'est qu'on a la naïveté de penser que pendant une des séances, DiCaprio va tranquillement finir ses jours dans le Massachusetts. Mais non, il finit inexorablement par couler. Voilà, mais c'est... J'étais allé voir Retour vers le futur plusieurs fois de suite. Ah, voilà, confession. Ça sauve Titanic. Confession. Moi, j'adore le premier, je trouve que c'est C'était le premier. Eh ben, soit c'est des scènes qui m'émeuvent particulièrement au moment où on regarde le film, soit c'est, après avoir vu le film, j'en garde un tel enthousiasme
que j'ai besoin de décharger cet enthousiasme dans un dessin. Et puis c'est un peu un acte d'enfant, c'est-à-dire que l'enfant, le dessin, c'est à la fois un cadeau, et c'est à la fois, ça lui permet quelque part de signifier son enthousiasme pour quelque chose. Et donc c'est un peu aussi comme du fan art presque. Et des fois, je vais tout simplement vulgairement sur Google Images et je cherche des images, des fois des photos de films ou l'affiche. Et là, par exemple, il y a cette image d'Uma Thurman, c'est l'affiche. D'ailleurs, elle ne se tiendra jamais comme ça, elle n'aura jamais cette robe ni ces chaussures dans le film. C'est vraiment une création pour l'affiche, pour jouer avec le titre. Mais ce n'est pas du tout le personnage qui est dans le film. Mais je vais dessiner ça parce que j'adore ce personnage, j'adore le personnage d'Uma Thurman dans Pulp Fiction. Et puis à côté, il y a Breezy, et j'adore, ça c'est le début du film, quand la jeune Breezy est prise en stop avant de rencontrer William Holden. Des fois, c'est aussi parce qu'à force de regarder des films, ça va m'éduquer aussi visuellement et presque à la peinture. C'est-à-dire que souvent, dans les films que j'adore, il y a quelque chose de très pictural. Et il y a véritablement, je pense à Jean Renoir, qui travaillait beaucoup ses plans en fonction de son père. Il essayait vraiment des fois d'être dans de l'impressionnisme. Et quand on regarde les films de ces grands maîtres, ça nous apprend à regarder la peinture, étrangement, ou la photo. Moi, ça m'a beaucoup appris à regarder la photo et à regarder la peinture, le cinéma. Et Guy Pellart? Alors, instruis-moi, je ne connais pas, c'est qui? Guy Pellart, c'était l'auteur il a fait deux BD, enfin un tout petit peu plus, mais à peine. Il a fait Pravda la survireuse et il a fait Jodelle. D'abord, il a fait Jodelle, les aventures de Jodelle, où il empruntait la figure de Sylvie Vartan pour en faire une espèce d'héroïne espionne dans une espèce de Rome décadente du XXe siècle. Ça a l'air génial. C'est génial. Et Pravda la survireuse, c'était Françoise Hardy. Super. Quasi nue, avec juste une ceinture de cuir pour protéger la pudeur, et puis un petit caraco en cuir noir. Et elle a une moto en forme de Black Panther, enfin du logo Black Panther, et elle arpente l'Ouest américain à la recherche d'hommes à fouetter avec son fouet. J'adore, je vais me procurer. C'est devenu difficile à trouver parce que c'est des 64-66. Et c'est des livres qui sont maintenant difficiles à trouver, qui ont été... Il y a toute une histoire avec ça et ma rencontre avec Pellart aussi, mais il est très connu après pour avoir fait American Dream, qui est son gros hit. Il a fait c'est un gros recueil d'illustrations, parce que c'est lui qui a fait l'affiche des Ailes du Désir, par exemple. Il a fait beaucoup de pochettes d'albums. Il a fait Let It Bleed des Rolling Stones. Il a fait Diamond Dogs de David Bowie. Et il a fait aussi beaucoup d'affiches de films. Et il a fait ce livre qui s'appelle Rock Dreams, où il met en scène son panthéon de la musique américaine, blues, rock, dans des scènes imaginaires, parfois très empruntées à l'imagerie, à la peinture classique, parfois empruntées à la photographie et au cinéma. Et il met en scène ses idoles musicales dans quelque chose auquel j'ai immédiatement pensé en regardant ton livre. Lui tirant d'un côté vers un art pompier, un peu quelque chose de très étrange, où il utilisait beaucoup le collage photographique, puis ensuite il redessinait, donc c'est un art très impur. Et il y a ce sens de la transformation, du fantasme de l'image, et de ce que l'image peut véhiculer à la fois d'emprunt du réel, et puis de toute la mythologie et la fantasmatique de son auteur, quoi. Et c'est vraiment une façon de vivre, de prolonger la vie avec la musique, la vie avec les images, la vie avec le cinéma. Et de l'exalter. C'est moi aussi ce que j'essaie de faire, avec ces dessins de films, c'est de prolonger l'émotion et ce qui me touche dans chacun de ces films, dont je me considère un peu des fois comme l'enfant ou comme le produit. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et votre présence. Merci. Merci Laurent. Merci pour l'invitation. Falling off. I can't run anymore. What am I doing here? Hey, look, I don't want to get killed. Yeah.
Okay, that's it. Hello, kid. Hello, Come on, Curly. you start running. You run.